Bonjour à tous et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée. Je suis Samy et aujourd'hui je suis accompagné de Maxime. Salut à tous. Et de Quentin que bonjour, vous connaissez. Bonjour. Voilà, Quentin de Passe-Passe, mais pas que Passe-Passe. On va le voir dans cet épisode spécial chauffage. On est en octobre. D'où la voix haute et suave. C'est ça, calamité On aujourd'hui. est en octobre. Voilà, il commence à faire froid. Enfin, j'espère. Et là, ce qu'on va avoir, c'est la bête noire de tout loueur en location courte durée. C'est la gestion du chauffage. Et ça, clairement, ça peut bouffer votre rentabilité l'hiver. Et j'en ai fait l'expérience l'année dernière. Donc, Quentin va nous en parler. On va discuter un peu des manières, de ce qu'on pourrait faire pour limiter du coup cette consommation de chauffage, des bonnes pratiques. Et voilà. Maxime, avant toute chose, c'est quoi les bonnes pratiques ? Les bonnes pratiques, vous pouvez vous rendre sur le site le-triplex.com pour vous abonner à notre newsletter et recevoir chaque semaine les informations à la fois des épisodes, mais tous les bons plans qu'on arrive aussi à vous négocier dans le podcast. Vous pouvez les retrouver et vous pouvez vous rendre aussi sur notre site le-triplex.com. On a une page dédiée à tous ces bons plans, vous pourrez retrouver tout ce qui vous intéresse, tous les épisodes, et puis aussi on a mis en place quelques ateliers, notamment sur le SEO, mais aussi un guide marketing de la location courte durée pour vous accompagner dans le développement de votre marque, que vous soyez propriétaire ou conciergerie. Voilà. Exactement. Alors, on va commencer déjà par une présentation de Quentin. Même si on te connaît, si les auditeurs t'ont déjà entendu dans le podcast, oui. Pour les nouveaux, voilà, n'hésite pas en quelques phrases à te présenter. Alors je vais faire rapide. Alors déjà il a une belle chemise. Hein. Oui, une belle chemise verte. Si vous allez voir sur YouTube, vous verrez sa belle chemise verte. Repassée à l'aide de la centrale vapeur de Maxime. Bon, du coup Quentin Bessières, 25 ans, je suis le fondateur de Passe-Passe et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier dans la location courte durée. Aujourd'hui, on accompagne plus de 500 conciergeries en France. Et durant le chemin, en fait, je me suis associé à quelqu'un qui s'appelle Fabien Béjot, qui est aussi connu des podcasts, qui gère une conciergerie de 340 logements en Champagne-Ardenne. Et j'ai rencontré quelqu'un qu'on appelait Passe-Partout, qui s'appelle Julien Léger, qui nous aidait à automatiser les portes d'entrée dans les immeubles et qui, à trois, en fait, avec ces gars-là, on a développé le seul système de gestion de chauffage adapté à la location courte durée, qui s'appelle CozySmart, et du coup qui permet en fait de bloquer justement les abus au fait des voyageurs tout au long de leur séjour, et du coup de gérer, de limiter les consommations d'électricité toute l'année, que ce soit l'hiver ou l'été. Ça, on va en parler. Ouais, parce que l'idée aujourd'hui, on t'a proposé d'intervenir dans le podcast justement pour parler d'autre chose que Passe-Passe, qui est ton logiciel dédié aux conciergeries, parce que justement, tu as une vraie expertise et une vraie vision sur cet aspect de gestion des hausses, on va dire, de chauffage, et qui sont un vrai frein, puisque souvent, quand, là tu parlais, Samy, il commence à faire froid, donc on va voir les voyageurs qui vont commencer à s'installer et à prendre des mauvaises habitudes dans les logements, et ça tombe bien souvent à la mauvaise période, puisqu'on va avoir un pic, une augmentation forte des charges qui est décorrélée finalement d'une consommation habituelle dans un logement. Samy, tu me disais quand on préparait l'épisode que finalement dans les studios ça se voyait pas trop, mais quand on a un T3, tout de suite on peut avoir 2, 3, 4 fois la consommation d'une famille classique dans le même type de logement, et ça tombe au moment où pour la plupart d'entre nous il y a moins de revenus, quoi. Il y a moins de revenus, il y a moins de réservations. C'est ça. Donc il y a un effet ciseau incroyable. Énorme. Et c'est un vrai danger à la fois pour les loueurs, puisque ça fait moins de rentabilité et ça peut bouffer la rentabilité de l'année, tous les efforts qui ont été faits. Et pour les conciergeries qui nous écoutent, c'est un énorme risque. Ça pèse pas sur les finances directement de la conciergerie. Quentin, tu me disais, c'est un vrai risque sur la perte de propriétaires, de clients propriétaires. C'est ça. En fait, l'histoire, et comment ça nous est venu, c'est qu'en 2023, novembre 2023, Fabien fait le point sur pourquoi il a perdu autant de propriétaires en septembre, octobre, novembre. Et en fait, son résultat, c'est, je crois, entre 23 et 27, je ne me rappelle plus du chiffre, mais il a perdu 27 logements comme ça. Et en fait, ces 27 logements, pourquoi ils sont partis ? Tous étaient unanimes sur le fait que, avec l'augmentation du coût de l'électricité, on l'a oublié, mais ça a énormément augmenté, et justement le fait que ce soit les propriétaires qui paient l'électricité quand on fait la location courte durée, et bien du coup, les propriétaires ont perdu de l'argent durant la basse saison, parce que forcément les revenus ne sont pas ouf,
surtout à Reims, où c'est pas une ville qui est non plus ultra attractive durant la basse saison. Et du coup, en fait, la rentabilité de l'été était bouffée par les pertes de l'hiver. Et donc, les propriétaires ils ont dit, on ne refera plus une année comme ça. Donc, on préfère le remettre en location longue durée ou moyenne durée auprès d'étudiants, de familles, etc. Et en fait, ce serait, on repasse en location classique. Et la différence entre de la location classique et de la location courte durée, c'est que ces charges de chauffage, c'est pas les mêmes qui les payent. Quand on fait de la courte durée, c'est le propriétaire qui paye, c'est l'exploitant. Alors qu'en location classique, c'est le locataire. C'est un des paradoxes du truc. Donc on assume pleinement les charges. Et on peut pas augmenter les prix. Parce que ça reste la période basse, donc on peut même pas compenser cette hausse de charge par les éléments. Et oui, comme tu l'as dit, il y en a qui préfèrent clairement ne pas louer, ou quand ils louent, en fait, ils ont peur des consommations. On l'a expliqué tout à l'heure en off. Moi, j'avais mon T3, donc ça fait maintenant un peu plus d'un an, ça fait 1 an et demi maintenant que je l'ai en exploitation, mais j'ai fait un hiver avec lui. Les studios, je me suis pas rendu compte, mes studios, il y a un chauffage, ils sont bien isolés, donc il n'y avait pas de souci avec ça, mais là, ce T3, clairement, j'ai vu passer la facture d'électricité. Je pensais que c'était une blague au début, je pensais qu'il y avait une erreur. On veut des chiffres. J'étais facile à 400 € pour 15 jours, quoi. C'est à peu près ça. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais accueilli pendant cette période-là des travailleurs, des artisans qui venaient du coup faire un chantier autour. Et je les ai laissés gérer le chauffage. Je n'avais pas mis en place, d'ailleurs, c'est peut-être un premier conseil qu'on pourrait donner, c'est programmer vos chauffages et essayer de mettre au moins un code d'accès. Même si, comme on va le voir, les codes d'accès sur les chauffages peuvent être assez facilement... peuvent sauter assez facilement, mais au moins c'est une première barrière, on va dire, à la surconsommation, parce que là il y a une volonté après de vouloir réinitialiser le chauffage, etc. etc. Moi je les avais laissés, je les avais pas programmés, je me suis dit ça va, chauffage. Pourtant tout le monde en parle, en hiver, je m'en souviens, on va sur les groupes Airbnb France, etc. Là, ça c'est on va dire le marronnier. Tous les automnes. Tout le temps à cette période-là, c'est consommation de chauffage excessive, comment faire. Est-ce que vous demandez du coup cette consommation excessive aux voyageurs? Est-ce qu'on le demande aux voyageurs? On pourrait le voir après. Est-ce qu'on peut refacturer Aircover, voilà, etc. c'est ça. On nous dit que l'électricité ne peut pas être facturée. Alors, je ne sais pas si ça, c'est vrai. Voilà, tu vois. Donc, est-ce que ça passe en Aircover? Est-ce que ça passe en... etc., etc. Au final, moi, pour ma part, je me suis assis dessus, entre guillemets, voilà. Et c'était pour ma pomme. Et au final, la réservation qui était rentable pour moi, à la fin du séjour, elle n'était pas plus si rentable que ça, quoi. Donc... Et il y en a plein comme ça qui ne préfèrent plus louer plutôt que de se taper du coup des consommations comme ça, du stress également, et puis de la consommation excessive. Il y a aussi une question d'environnement, etc. Est-ce qu'on peut faire le point là je prends ma casquette de voyageur et vous d'expert de la location courte durée, de côté exploitant. À votre avis, c'est quoi les causes, de par votre expérience, de cette surconsommation de chauffage? Qu'est-ce qui est symptomatique, en fait? D'où ça vient, cette surconsommation de chauffage? Quentin, peut-être. En fait, essayez de prendre un exemple qu'on a tous. Il y a une grande différence entre les toilettes publiques et les toilettes qu'on a chez nous. Souvent, les toilettes qu'on a chez nous sont beaucoup plus propres. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, lorsqu'ils sont en voyage, lorsqu'ils ne gèrent pas en fait, la propreté du lieu, du coup, s'en foutent, en fait, et vont faire le strict minimum s'ils sont bien éduqués, et du coup, vont carrément laisser ça dégueulasse, si ils ne le sont pas. Et en fait, c'est exactement pareil pour le chauffage. En fait, il ne faut pas oublier que l'accueil de voyageurs, c'est l'accueil de public. Et en fait, on ne gère pas le chauffage dans un bâtiment public comme on gère le chauffage chez nous. En fait, chez nous, vu qu'on paye des factures d'électricité, on va essayer de faire attention. Quand on a un peu froid, on va mettre un pull. Quand on ouvre la fenêtre, on ne l'ouvre pas toute la journée. Et en fait, tous ces petits réflexes, les voyageurs ne l'ont pas. Et en fait, je vous donne la picture et ce que nous, on a justement détecté en mettant des sondes et des capteurs dans les logements qu'on a équipés de Cosysmart. Le voyageur arrive. Ça sent un peu le renfermé. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir la fenêtre. Mais est-ce qu'il a pensé à baisser le chauffage? Non.
Non, parce qu'il va l'augmenter en plus parce qu'en fait, il fait un peu trop froid dans son logement et il va mettre le chauffage à fond et ouvrir les fenêtres. Ça arrive tout le temps. C'est ça. Ensuite, en hiver, les voyageurs, ils peuvent pas, justement, ils n'ont pas de plaisir en fait à sortir dehors pour aller fumer parce qu'il fait pas chaud. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils fument à la fenêtre. Donc, ils ouvrent la fenêtre. Là, le chauffage, il va commencer à compenser. Mais aussi, ils vont la laisser ouverte pour justement aérer. C'est ça. Jusqu'à ce que ça sente plus trop la fumée. On a aussi le fait que parfois les super conciergeries vont dire à leurs aménageurs ok, dès que vous partez, vous mettez tous mes radiateurs à 18. Sauf que qu'est-ce qu'il y a comme problème lorsque justement on est en basse saison? Il y a des périodes de vacances locatives beaucoup plus importantes que tout le reste de l'année, où c'est pas rare d'avoir sur certains logements 1, 2, 3, 4, 5, 7 jours qui vont être libres parce que du coup il n'y a juste personne qui est intéressé par réserver le logement durant cette période. Et pour autant, imaginons que du coup, la personne a bien baissé tous les chauffages à 18. Le logement, quand les voyageurs arrivent, il est froid. Ouais. Et donc, est-ce que vous pensez qu'ils vont mettre à 20, 21 pour chauffer? Non, ils vont mettre à 26, 28 pour que ça chauffe vite. Ils vont mettre le mode boost là, comme dans les plaques vitrocéramiques. Salle de bain. Et donc, ils vont mettre à 26, 28, mais ils vont pas penser à baisser. Limite, quand ils vont commencer à avoir trop chaud, ils vont ouvrir. Et là, on commence le cercle vicieux. C'est ça. Et pareil, imaginons que du coup, le logement, l'aide ménagère ait oublié de le baisser. Du coup, en fait, pendant 7 jours, il va consommer. Et donc, en fait, ça, c'est justement les points de friction, les abus, en fait, qu'on appelle les abus voyageurs chez Cosysmart. Ce sont ces sujets-là qu'on a essayé de traiter et justement d'empêcher, où en fait, notre système, il va venir juste stopper tous les abus des voyageurs. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, cette question de stopper les abus. Après, moi, je voulais vous poser une question par rapport à ce que tu disais, tu sais, du logement froid, de cette impression. Donc forcément, je pense que ce que j'allais en venir, c'est par rapport à l'isolation. Non. Alors, oui et non. C'est finalement, en fait, quand un voyageur arrive, il arrive dans un lieu qui ne lui est pas familier, tu vois, qu'il ne connaît pas, et finalement, il n'a pas le fait d'être à l'extérieur de chez lui, ne pas être chez lui, même si tu as beau faire une déco cosy, tu restes dans un environnement qui n'est pas connu. Donc, tu as peut-être aussi une impression, si quelqu'un a un retour là-dessus, je serais preneur, c'est de se dire, je ne suis pas chez moi, donc j'ai un sentiment de froid. Et ça, je pense que pour avoir voyagé pas mal, tu as forcément un petit sentiment de froid parce qu'en fait, tu n'es pas dans ton environnement naturel, donc dans ton environnement habituel plutôt que naturel, dans la forêt. Et donc, du coup, tu vas avoir tendance, pour retrouver un peu la chaleur du lieu, peut-être à augmenter le chauffage parce que finalement, chez toi, tu acceptes de vivre à 20 degrés parce que tu vas mettre un pull, mais ce 20 degrés, tu vas le ressentir froid quand tu es ailleurs. Tu vois, quand je vais chez des copains, par exemple, dormir, tu n'as pas la même ressenti de température, que, même si c'était la même que chez toi, parce que tu n'es pas forcément dans ton environnement. Je pense qu'il y a peut-être ce petit truc un petit peu psychologique qu'on... Tu as raison, parce que moi, en tant que voyageur, j'ai des idées en tête là, qui me viennent. Je vais régulièrement en Bretagne, et c'est vrai que quand on y va à l'hiver, même si la maison elle est à 18 degrés, 19 degrés, qui est une température acceptable, nous, c'est à cette température-là qu'on a à la maison, on va avoir tendance à monter le chauffage dans les maisons parce que on a ce sentiment de froid, en fait. Après, ça va mieux, mais le premier réflexe, c'est vrai que c'est de monter le chauffage. Tu vois. Et après, il y a ce côté-là, je veux dire, peut-être innocent, inconscient. Et puis après, tu as aussi le côté non responsable. Ce que tu disais, comme le voyageur ne paye pas, en fait, pourquoi j'irais m'embêter à aller me mettre un plaid? J'augmente de 2 degrés. Finalement, c'est comme si tu me mettais un mini-bar et que tu me disais que c'est pas payant. Pourquoi je ne boirais pas ce qu'il y a dedans? Tu vois? Et je pense que le chauffage, c'est peut-être aussi vu comme ce truc-là. C'est-à-dire, c'est là. Si je le prends pas, t'en as peut-être aussi des voyageurs qui disent c'est compris dans le prix. Donc le gars l'a calculé. L'eau chaude. Tu prends des douches à rallonge parce que c'est pas chez toi. Exactement. Voilà. Tu prends plusieurs bains. Voilà, exactement. Après, je voudrais aussi qu'on revienne. Donc là, on a vu côté voyageur et les abus, mais également côté peut-être hôte et les abus également. Parce qu'il y a des abus de ce niveau-là, côté hôte. Ouais. Des hôtes qui sont, par contre, eux, pour moi, trop stricts et qui vont
restreindre trop l'accès au chauffage aussi. Je pense que l'idéal serait d'avoir une plage de chauffage entre 18 et 22 en fonction de la personne. Pour s'adapter au côté confortable du bien. Il y en a qui... Non, c'est 18 et tu ne peux plus toucher au chauffage. Quoi. C'est ça en fait. Nous, justement, on a... du coup, on partage nos bureaux avec la conciergerie Le Carrette. Et donc forcément, on a tous les cas d'usage des propriétaires qui nous sont racontés. Et dans ces cas d'usage, il y a des propriétaires qui mettent des radiateurs à code. Il y a des radiateurs qui... Vu que, justement, les gars du chantier, c'est eux qui installent les radiateurs, ils connaissent le code pour le débloquer. Et puis, tu peux le trouver sur Internet. Et donc, du coup, en fait, ils vont carrément visser des plaques en bois sur le radiateur. Et en fait, il n'y a rien de plus frustrant pour un voyageur de faire ça. Et pareil, il y a d'autres propriétaires qui se disent, je vais essayer de régler ça. Il y a des outils connectés maintenant qui existent pour les particuliers, etc. À l'époque, financés par l'État en plus. Fallait un peu gruger, quoi. Et du coup, en fait, ils ont mis en place des thermostats connectés où, en fait, eux allaient baisser à 18 quand le voyageur mettait à 21 sur place. Et en fait, toutes ces solutions-là, elles n'étaient pas bonnes pour le voyageur. Parce qu'en fait, à chaque fois, ces solutions-là, elles venaient frustrer le voyageur. Ah oui, et une frustration de voyageur, c'est... je le dis tout, la notation est importante. Hein. Je l'évoque tout le temps, la notation, mais c'est ce qui va déterminer après si votre logement va être loué ou pas. Hein. Donc c'est un gros facteur, et une frustration, c'est pratiquement sûr une mauvaise note assurée. Hein. Et moi, ce que je trouve dommage, tu vois, je reprends ma casquette de voyageur et non pas d'exploitant, c'est de se dire, si tu es dans le cadrage trop strict, tu vois, à aller mettre, visser ta plaque. On a vu des trucs de plexi aussi, tu sais, des gens qui ont fait mouler des moules, des caches en plexi pour mettre sur les radiateurs. Mais on a vu ça où sur Facebook, dans des groupes. Des trucs, exprès. Exprès. Ouais. Et c'est de se dire, avec un cadenas et tout, c'est un peu dire à son voyageur, en fait, ton confort, moi je m'en fiche. Et c'est un métier d'hospitalité. Donc il faut aussi bien comprendre que c'est là où le côté inconscient et le côté peut-être froid d'un logement que tu ne maîtrises pas, quand tu vas le bloquer à 18, même si toi, tu dis 18, c'est une bonne température, je dors à 18 chez moi, je ne vois pas pourquoi les autres ne le feraient pas, parce que ce n'est pas toi. Voilà. Donc il faut aussi leur laisser la possibilité de... et puis même si tu tombes sur quelqu'un qui, lui, ne supporte pas le radiateur, pas le chauffage, et qui va être à 16, là tu vas bloquer le truc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ouvrir la fenêtre. Alors, je pense que c'est des cas extrêmement rares, mais un mec qui va vouloir, il a trop chaud à 18, il va faire tourner ton chauffage plein badin. C'est pas si rare que ça, d'avoir des fenêtres qui sont ouvertes avec un chauffage qui tourne à fond. Mais bloqué parce que quand il fait vraiment froid dehors, ton chauffage, même s'il est à 18 et que la fenêtre est ouverte, il va compenser. Il va compenser pour maintenir du 18. Et s'il fait 2, il y a 16 degrés à aller chercher. Donc, moi, ce que je voulais faire le point avec vous, on a vu les causes, je pense qu'on en trouvera peut-être d'autres au fur et à mesure de l'épisode, mais les conséquences de tout ça. On a bien sûr parlé des conséquences financières, ça c'est le premier truc qu'on voit, mais est-ce que vous voyez d'autres conséquences à cette... on va partir sur un cas, d'abord, l'abus de chauffage, et après, on fera celui où tu as un propriétaire un peu trop strict, tu parlais des mauvaises notations, mais les conséquences pour le propriétaire de cet abus de chauffage, au-delà de l'aspect financier. Moi, j'en vois 3. Le premier, c'est la surconsommation d'électricité. Il n'est pas rare de voir du simple au quadruple en période hivernale, et même parfois sur des mois où on penserait qu'en fait, on ne fait plus d'économie de chauffage. La réalité, c'est que même en mai, juin, juillet, en fait, il y a toujours des périodes de 2-3 jours où il pleut, il fait froid, et en fait, les voyageurs, ils reprennent leurs mauvaises habitudes. Donc ça, il faut faire attention. Il y a le deuxième sujet, c'est la notation, parce qu'en fait, quand le propriétaire va essayer de trouver des solutions, à l'époque, il n'y avait pas de solution bienveillante sur le marché, et donc du coup, en fait, il va frustrer le voyageur. Et la troisième, c'est la charge mentale. En fait, les propriétaires, ils prennent leurs solutions un peu partout. Donc, il y a la solution Netatmo, il y a la solution Voltalis, il y a la solution etc. Et en fait, ces solutions-là, c'est le concierge qui va finir par les avoir entre les mains, qui va devoir switcher entre les différentes applications, qui va devoir lui-même modifier les températures, parce qu'en fait, il va péter un plomb, le propriétaire va l'engueuler parce qu'il ne gère pas les chauffages correctement. En fait, au final, ça crée du coup des surcoûts, des mauvaises notes, de la frustration voyageur, et même de la frustration pour le propriétaire, de la charge mentale qu'il n'avait pas avant. C'est ça. Et des oublis, du coup, parce que
il va oublier de mettre le chauffage pour le locataire qui arrive à 17h et dans l'appartement il va faire 18 degrés ou même moins parce qu'il y a eu une semaine de non-réservation et le voyageur quand il va arriver à l'intérieur il va dire mais c'est un glaçon le truc. Les draps froids par exemple. C'est ça. T'imagines L'humidité parce que du coup ça sent l'humidité etc. Et là on arrive sur ton premier truc où tu ouvres pour aérer parce que ça sent l'humidité, t'augmentes le chauffage en même temps et ça abîme ton logement parce que une conséquence que tu disais c'est que c'est de pas contrôler son chauffage aussi, c'est que tu vas peut-être trop le baisser et le laisser en l'état et peut-être que du coup il y a l'humidité qui va s'installer. Donc ça c'est important. Et une autre que je vois également sur les fenêtres, alors c'est pas le chauffage mais ça a une conséquence également. Je le cite souvent à Thomas encore une fois, mais c'est vrai qu'il lui arrive pas mal de choses lui. Il est parti, les locataires sont partis avec un Velux ouvert. Il a fait un orage pas possible. Ils ont laissé le Velux ouvert. Son appartement foutu. Il y a eu un dégât des eaux. Donc s'il avait eu un système du coup de détecteur de fenêtres ouvertes par exemple, il aurait pu anticiper ce dégât et du coup pas avoir ce dégât. Éviter, parce que là c'était important parce qu'il avait vraiment plu fort, très très fort. Je vois une autre conséquence aussi. Alors, plutôt côté voyageur, d'un propriétaire qui voudrait trop gérer cet aspect température. Tu as une arrivée tardive dans un logement, la personne elle va prendre sa douche direct, salle de bain froide. Il y a toujours des boosters, des choses comme ça pour ces pièces d'eau qui sont toujours plus froides. Elle arrive dans le lit, si la pièce elle n'a pas été chauffée, les draps sont froids. En plus de la température ambiante, moi, je le dis depuis qu'on a le podcast, c'est un métier, tu dois répondre aux besoins primaires. Tu dois être, c'est irréprochable sur le besoin primaire. Et le besoin primaire, c'est dormir. Tu vois et si tu proposes un mauvais couchage, donc qui est froid, tu réponds pas aux besoins primaires. Donc, c'est vrai qu'il y a des abus, et par peur des abus, certains sont dans l'abus aussi pour contrôler. Donc les conséquences de ces abus de chauffage, ils sont à la fois du côté propriétaire où on va avoir des hausses énormes, mais aussi du côté voyageurs qui vont être pénalisés parce que certains ont trop peur de ces abus-là et vont faire l'extrême inverse. Ils vont punir la majorité pour une minorité qui n'agit pas bien. Je m'étais noté, tu vois, j'ai des petites notes cachées. Qu'est-ce que tu conseilles de surveiller justement ou de quelles actions tu recommandes de mettre en place pour pour éviter justement ces abus? Tu parlais de capteurs de fenêtres. Est-ce que toi, en fait, à quoi ça sert? En fait, nous, notre travail avec Cosismart, et en fait, c'est le génie de Fabien et de Julien, ils ont développé un système qui ne frustre pas les voyageurs. En fait, en gros, qui va réguler de façon autonome, en fonction des actions des voyageurs et en fonction des résas, le chauffage. Et justement en anticipant toutes les problématiques qu'il peut y avoir. Donc, premier exemple, on va venir connecter ton calendrier de réservation ou ton channel manager au système Cosismart. Tu as une unité centrale qui va faire le pont en fait, avec ce calendrier et qui va envoyer des commandes aux différents capteurs. Donc, tu as un capteur de fenêtre, un capteur de température, un capteur de bruit justement et de fumée. Et du coup, en fait, il va, en fonction justement et aussi une tête thermostatique connectée et du coup, une prise murale connectée si c'est un radiateur électrique. Okay. Et donc, en fait, avec justement ces systèmes connectés dans le logement, dès que le calendrier, il y a un départ voyageur aujourd'hui, en fait, quelques heures avant le départ du voyageur, il va automatiquement baisser la température à la température de base minimale. Pour le pousser dehors. Non, pas pour le pousser dehors, mais en fait, pour gagner, 2 heures de chauffage. Ouais. Ah oui, puisque tu as l'inertie du logement. C'est ça, exactement. Et ensuite, du coup, pendant la période basse, en fait, ça reste plat, donc ça reste à 18, 19, en fonction de ce que vous avez défini. Et du coup, ça va venir réaugmenter 2-3 heures avant l'arrivée du prochain voyageur. Okay. Et donc, en fait, le voyageur, déjà, vous consommez pas d'électricité pendant cette période d'occupation. Ouais. Et 2, le voyageur n'est pas frustré quand il arrive. Parce qu'il fait chaud. Parce qu'il voit que les radiateurs sont chauds. Donc, en fait, il n'a pas le réflexe d'aller allumer le radiateur. Ouais, carrément. Et alors, j'ai une question pour toi qui du coup, voit les datas derrière. Nous, on entend souvent dire qu'il faut éviter les yo-yo.
Tu sais, baisser le chauffage, le augmenter, finalement que ça aurait un impact finalement assez négligeable sur la consommation. De se dire, il vaut mieux laisser à 20 tout le temps plutôt que le laisser retomber à 18 pour le faire remonter parce que le chauffage il va tourner. C'est quoi cette idée reçue? Moi j'ai tendance à faire comme toi, baisser pour remonter, pour baisser la nuit, parce qu'il y a des périodes par exemple 1h, 5h du matin, t'as pas besoin d'avoir le chauffage non plus à 22 degrés dans le logement. J'ai pas de stats par rapport à ça, mais en fait, moi je m'intéresse beaucoup aux voitures électriques. Et en fait, tu pourrais dire, ça consomme. En fait, ce que tu dis, c'est un peu comme si tu disais, en fait, je vais rouler à 130 tout le temps, parce que du coup, je vais moins consommer qu'en faisant du 50, 70, 90, 130, et tu vois. En fait, je pense que juste la période d'accélération, effectivement, elle consomme plus qu'une période de maintien, mais pourtant, ces périodes basses vont quand même faire des économies substantielles. Et en fait, nous, s'il y a un turnover dans la journée, on ne va pas baisser le chauffage. Parce que ça ne sert à rien de baisser le chauffage pour 2 heures, tu vois. Oui, tout à fait. Mais par contre, s'il y a 1, 2, 3, 4 jours d'inactivité, bien évidemment que ça a du sens de baisser le chauffage. Et après, on ne conseille pas forcément de faire une baisse de chauffage de plus de 2, 3 degrés. L'objectif, c'est, tu vois, moi je pense que ce qui est bien, c'est 18, 21. Ouais, 18-21, c'est nickel. C'est la plage de chauffage que j'ai programmée du coup pour le T3. Hein. Bon, pour le moment avec code, on veut voir pour m'équiper. Mais au moins, ils peuvent, donc de 18 à 21 ou 22, je crois, un truc comme ça, choisir. Voilà. Que je me dis que c'est au moins la plage est assez large et c'est bien. Et tu règles cette plage, tu la différencies par pièce ou Ça, c'est justement une innovation qu'on a faite là durant cet été. C'est qu'en fait, on a équipé des gîtes avec 8 chambres. Donc, t'imagines bien que les 8 chambres ne sont pas occupées toute la journée. Les gens n'y sont que pour dormir. Et en fait, du coup, les personnes responsables de ces gîtes nous ont demandé s'ils pouvaient gérer les plages horaires de chauffe, même pendant la journée. C'est-à-dire qu'en fait, on a une surcouche de gestion de chauffage. En gros, on a la couche inoccupée, occupée. La couche, du coup, avec justement la gestion des capteurs, si le logement est déjà trop chaud ou si les voyageurs ouvrent les fenêtres, etc. Et on a la couche. On sait pertinemment que pendant ces périodes-là, les gens ne sont pas dans ces pièces. Donc, on va en profiter pour faire des économies aussi pendant toute la journée. Et par exemple, tu vois, la salle de bain. Combien de fois on a retrouvé le sèche-serviette brûlant et les voyageurs le laissent tout le temps super chaud. Et en fait, ça... La salle de bain, on sait très bien qu'en fait, on peut laisser la plage de chauffe, à 21, entre 6h du matin et midi, et de midi jusqu'à 19h, ça sert à rien de chauffer. En fait, il vaut mieux couper carrément, du coup, à la source le sèche-serviette, c'est ça, plutôt que le laisser tourner. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a une possibilité, au fait, pour chacune des pièces, de paramétrer des plages de chauffe. C'est super intuitif. Voilà, tu règles tes plages et tu dis, moi, je veux que ça soit à 18 pendant cette période-là, 20 pendant cette période-là. Et donc, tu peux même le faire quart d'heure par quart d'heure, ça n'a aucun sens, mais bon, tu peux le faire. Et il fait bouillir ses pâtes, c'est-à-dire on va réduire d'un quart d'heure parce que l'eau chaude matin. Et donc, du coup, c'est le système qu'on a mis en place. Et aussi, quelque chose de très important, c'est la sonde de température déportée. Et cette sonde de température déportée, elle permet aux voyageurs de mettre 26 sur le radiateur. Mais qu'en fait, la sonde de température, si elle voit 21 et que c'est 21, elle coupe à la source. Et donc, en fait, le mec ne saura pas... En fait, il a pu augmenter le chauffage. Ça va augmenter à 21, donc il va sentir que c'est chaud. Le radiateur est chaud. Des fois, c'est psychologique en plus. Donc, c'est une bonne chose parce que c'est des fois psychologique de se dire « Ah, c'est bon, j'ai vu 26 sur le radiateur, il fait 26. » Exactement. Ok. Eh ben, super intéressant. Moi, j'avais la question du... et tu l'as souligné à plusieurs reprises. Ils ouvrent la fenêtre... Et on l'a dit, que tu chauffes à 21, 26 ou 18, si tu ouvres la fenêtre, le chauffage va se mettre à balle pour atteindre sa température cible parce qu'il y a un trop gros écart avec l'extérieur. Du coup, vos capteurs d'ouverture sont connectés avec ces solutions-là pour que tu aies quelque chose d'intelligent qui arrive à dire mais est-ce que le voyageur, lui, il est au courant? Ouais. En fait, les 400 € de dépenses de SAMI sur 15 jours, c'est l'oscillo battant. Les gars de chantier, ils sont connus pour ouvrir, entrebâiller la fenêtre, parce qu'au fait, tu vois,
ils ont dormi, ça sent un petit peu le renfermer, comment dire, le matin. Ah, c'est clair, quand ils sont partis, ça sentait beaucoup là, dans l'appartement, ça, je m'en Et, souviens. Et puis du coup, en fait, ils ouvrent en oscillobattant. Tu sais, Mm. ils entreouvrent, mais en fait, il y a l'air qui passe toute la journée. Et en fait, ton radiateur au-dessus, il chauffe. mais il est collé à la fenêtre, donc... C'est ça. Et donc, en fait, il va venir compenser toute la journée. Et en fait, ça qui fait des surconsommations. Et du coup, nous, c'est simple. Une fenêtre ouverte, c'est une coupure de radiateur. Pure et simple. Et en fait, ils vont peut-être s'en rendre compte. Ils vont se dire, mais putain, mais en fait, vos radiateurs, ils marchent pas. Fermez la fenêtre, monsieur. Ah, d'accord. Et là, du coup, c'est comme ça qu'on arrive à éduquer. Et en fait, comment dire, quand les gens sont dans un lieu public, on éduque par la sanction. On n'éduque pas en leur disant oui, il faut penser à ça. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien de mettre des post-it partout dans la pièce pour dire attention, il ne faut pas chauffer pendant que les fenêtres. Les gens ne feront pas, ils s'en battent les couilles. Oui, c'est sûr. Oh, bah, c'est clair. Donc là, l'idée, c'est voilà, t'es puni, t'as ouvert la fenêtre, tu peux pas, tu peux pas chauffer. Ouais, c'est intéressant comme système de voir qu'il y a ça. Samy, toi, d'expérience, si tu avais ça dans tes studios, là où tu as dit, par exemple, tu n'avais pas beaucoup de variations, finalement, ça ne changerait pas grand-chose, tu le verrais plus sur tes appartements les plus grands. Moi, je le verrais plus sur mes appartements plus grands. Mes studios, je me suis pas rendu compte, en fait, de cette consommation électrique quand... Ouais, parce que tu n'as pas des grosses consos non plus sur les Ouais. petits espaces. Bien, toi, sur tes studios. Mes studios, c'est une 30aine d'euros par mois, toi. Donc, Ah ouais, comment dire, tu dois être vraiment très bien isolé parce que nous, on a des studios c'est des studios qui sont vont bien monter isolés, à 150, 180 non, euros l'hiver, ils sont vraiment alors bien que isolés. c'est 40 Ah ouais. euros l'été. Quoi. Non, ils sont bien isolés et tout. C'est pour ça que je me suis pas rendu compte de cette consommation électrique excessive. Et là, bah, c'est vraiment... Alors le T2, le Lego, on le sent passer, mais comme j'ai une mezzanine en fait qui... La chaleur par là-bas. Voilà, j'ai une mezzanine en fait qui n'est... où il n'y a pas de fenêtre, enfin elle est borne, je sais pas ce que c'est ça. Du coup, la chaleur monte dans la chambre, entre guillemets, le coin nuit, et au final, il fait même trop chaud, même l'hiver. Donc là, j'ai installé une clim d'ailleurs pour le sens inverse d'ailleurs. D'ailleurs, est-ce que les systèmes Cozy Smart gèrent les clims ou pas encore? On a trouvé justement la solution pour les clims. Ouais, bah, tu vois, mais en fait, c'est sur devis parce que, et comment dire, il faut qu'on travaille le sujet avec chaque client parce qu'en fait, les clims, il n'y a rien de standard. Ouais. Donc en fait, faut voir avec justement notre solution si elle est compatible. En fait, on va développer les compatibilités petit à petit. D'accord, parce que moi, c'est ce logement-là, mon plus gros souci, en fait, c'est l'été. C'est pas l'hiver, c'est l'été où il faut maintenir une température correcte tout le temps. Mais du coup, c'est la clim qui tourne tout le temps. Et donc, en fait, alors, même si c'est une pompe à chaleur et que la consommation est moins importante, c'est quand même une clim qui tourne tout le temps et puis, ça l'use. Et puis environnementalement, etc. Une clim, s'il fait trop chaud, les gens... contrairement au chauffage où tu as moyen de te réchauffer. Tu peux toujours, tu mets un plaid, tu mets un pull en plus, tu peux te réchauffer le temps que le chauffage arrive. Une clim, tu n'as pas d'autre système de te refroidir à part les foutre sous la douche. Ouais. Donc c'est vrai que là, la tendance de mettre la clim à fond, je pense que pour faire baisser la pièce au plus vite, je pense que là, ça c'est... si d'ailleurs, on peut laisser des commentaires dans Spotify. On sort de l'été. Si jamais vous avez des cas avec la clim, on est preneur de vos retours pour nous partager vos retours d'expérience parce que clairement... La clim, c'était... j'étais pratiquement arrêté de louer mon Lego. Je voulais pratiquement plus le louer. Maintenant, j'ai installé la clim, donc c'est bon. Mais avant, j'avais même une clim mobile, mais qui n'était pas du tout assez puissante. Pourtant, j'avais pris un truc puissant, cher, mais en fait, il fait tellement chaud en haut. En plus, bidon d'eau à vider tout le temps. J'avais pris un bidon de 20 litres, mais en fait, le bidon de 20 litres, en une demi-journée, il se remplissait. Tellement il faisait chaud. Et j'étais là pour le chauffage, moi c'était pour la clim, à toujours contrôler avec mon téléphone, savoir si la clim était allumée, combien il faisait dans l'appartement. Ouais, parce que toi c'était l'effet inverse. Ah ouais. C'était pas il consomme trop, c'est je veux qu'il soit bien. Bah oui, pour toi ça te crée un stress. Ça m'avait créé donc l'année dernière, pas cette année, l'année dernière, un stress, je m'en souviens, énorme à me dire. Comment je vais faire s'il fait 30 degrés dehors, en haut, ils vont pas pouvoir dormir. C'est ce qui est normal. Je fais un parallèle avec le côté chauffage. Le contrôle de ces systèmes de chauffage, c'est aussi se retirer un stress, de se dire la personne qui fait le ménage était bien attentionnée, elle a pensé à moi, elle s'est dit tiens, je vais couper le chauffage pendant que j'aère la maison. Tu vois, quelqu'un sympa, tu vois, fait le ménage pendant 2 heures, la maison elle est
ouverte au cas de vent, elle a coupé les chauffages. Par contre, elle repart, elle a rien remis. Ouais, ça Et là, c'est même pas 16 degrés, c'est rien. Et le chauffage est éteint. En vrai, ils sont en stand-by. Là, tu vois, se dire aussi, c'est pas mal d'avoir des systèmes de contrôle qui te permettent de dire, j'ai bien remis le chauffage. Parce que là le voyageur, il arrive, on n'est même pas à 16. T'imagines, dans certains coins, je pense que tu peux faire tomber un appart à 12 très facilement. Ah bah si ton appartement il n'est pas loué pendant plusieurs jours et que du coup tu dis que tout est éteint, bah oui, ça peut descendre. Surtout si ton appartement n'est pas isolé par exemple. Puis si tu stoppes complètement le chauffage en période hivernale et que tu as vraiment une longue période d'inactivité, c'est dangereux là pour le coup. L'humidité qui vient se mettre dedans, etc. Tes draps vont devenir mouillés, moites. Hein. Et là, l'expérience voyageur, elle est pas ouf. Hein. Clairement. Et du coup, pour éviter tous ces désagréments de gestion de chauffage, alors on a parlé des solutions, notamment Cozy Smart que tu proposes. Tu recommandes de s'intéresser à cette problématique quand ? Est-ce qu'il y a peut-être une période plus adaptée ? Il y a aussi un temps incompressible. Il ne faut pas s'y intéresser, j'imagine, au dernier moment parce que tout installer quand il y a les voyageurs, c'est peut-être pas possible non plus. Je peux vous raconter une anecdote du coup. Vas-y. On est friands de ça. Donc au fait, ce problème de chauffage, mon père l'a eu. Donc il est passé dans le podcast là cet été. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il a commencé à utiliser Voltalis parce qu'il s'est dit, c'est une solution gratuite, pourquoi payer pour une solution payante ? Voilà, je vais pouvoir gérer trucs à distance, etc. Au final, en fait, il n'a pas que ça à foutre d'être derrière tous ses radiateurs. Les voyageurs ont fait n'importe quoi, il a eu des factures énormes, ça n'a rien changé à sa consommation. C'est juste une solution, bateau financé par l'État, on a encore tous perdu de l'argent pour ça. Et donc du coup, en fait, il s'est dit, je vais essayer Cozy Smart. Il essaye Cozy Smart, du coup, il se dit, les solutions gratuites, ça sert à rien. Donc, il va mis 2400 € pour équiper tous ses apparts. Parce qu'à l'époque, Cozy Smart était à l'achat. Je vous raconterai, du coup, maintenant notre nouveau modèle. Mais du coup, il met 2400 balles pour ses 6 apparts. Voilà, il équipe tous les équipements, etc. Et du coup, il se dit, je vois un peu l'évolution sur les prochains mois. Et en fait, il a regardé d'une année sur l'autre, c'est entre 30 et 50% d'économie pour le même logement. Pour justement le chauffage. Et en fait, il a eu des pics à 452 € sur des apparts simples de chauffage durant l'hiver. Et il s'est dit non, c'est pas possible en fait. Alors qu'il avait le système Voltalis. Et donc du coup, il s'est dit est-ce que l'été ça vaut encore le coup ? Et en fait, il m'a envoyé des captures d'écran, juin, juillet, des gens qui disent je comprends pas, le chauffage il est coupé, est-ce que vous pourriez le rallumer, etc. Et en fait, il se dit mais en fait, je fais des économies tout le temps. Et il a mis en service un 7e logement. Et du coup, en fait, il a pris justement un 7e Cozy Smart, même si on était en juin. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de période où tu fais justement aucune économie. Et en fait, nous, on a aussi travaillé Cozy Smart pour qu'en fait, il soit intéressant toute l'année. C'est pour ça qu'on a mis en place le système de détection de fumée, détection de bruit, détection de foule, système de suivi au fait, des ouvertures, fermetures de portes pour la porte d'entrée, pour justement, en cas d'intrusion hors période de séjour, mais aussi pour suivre, par exemple, pour tous ceux qui ont un doute sur leur aide ménagère, suivre combien de temps elle passe vraiment dans le logement. Ouais. En fait, tout ça, en fait, on a essayé vraiment de profiter de cette unité centrale qu'on vous fait financer pour justement vous proposer le plus de services et en fait avoir une solution qui règle tous les problèmes. Ouais. C'est un peu le même principe. En fait, on a appliqué sur l'hardware ce qu'on applique avec PassePass en disant vous avez plein de besoins pour la location de votre logement en courte durée. Et bien en fait, on va vous développer tous les systèmes chez nous, directement hostés par la même boîte, pour éviter de prendre plusieurs systèmes qui vont vous revenir très cher, qui vont mal communiquer entre eux. Et là, l'avantage, c'est qu'on a un tout en un, et sur Cozy Smart, et sur PassePass. D'accord. Et en termes de... concrètement, comment ça marche ? Comment tu l'installes ? Alors, tu débranches ton radiateur, tu plugs quelque chose, faut certainement prévoir du temps. Est-ce qu'il faut être bricoleur ? Tu vois, c'est... Alors là, je me mets dans la peau d'un loueur. Je me dis, mais si je dois installer ça, est-ce qu'il faut que je prévoie une semaine et que je prévois un artisan pour venir faire ça et que du coup, je ne loue pas pendant une semaine ? Donc, il faut que j'anticipe aussi une période où j'ai moins de monde, que je bloque mes résas. Comment ça se passe ? En fait, Fabien, il répond souvent à cette question-là en disant est-ce que tu as un tournevis ? Et est-ce que tu connais tes couleurs primaires ? Ça va, mais... En fait, tu peux installer Cozy Smart. Pourquoi ? Parce que c'est super simple. Déjà, en fait, on ne va pas venir remplacer les radiateurs, la clim, etc. On va venir installer des systèmes sur tes produits existants.
Okay. Donc en fait, déjà, le coût est bien moindre par rapport à si tu voulais vraiment régler le problème à la source avec de l'isolation ou en changeant tes radiateurs, tes grille-pains, etc. D'accord. Et du coup, deuxième chose, tout est fait en vidéo. C'est nous qui avons tourné les vidéos, et on a l'habitude de tourner des vidéos, donc en fait, tout est expliqué étape par étape. Voilà, tu cliques sur ce bouton-là, t'attends, dès que ça clignote, tu fais ça, bref. Et du coup, on a aussi une application qui est super simple, c'est moi qui l'ai designé, comme sur PassePass, en fait, où en fait, tu vas voir tout qui est expliqué étape par étape. Voilà, tu as juste à suivre en fait, les instructions, et tu as même une documentation. Et si tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas regardé la vidéo ou tu n'as pas lu, du coup, il y a Julien qui fait le support en fait. Okay. Voilà. Et donc, nous, il y a 2 cas d'usage. C'est soit le propriétaire, il installe lui-même, voilà, il bloque son appart ou il passe entre deux voyageurs, parce qu'en fait, c'est assez rapide, en 1 heure, c'est fait, pour tout ton logement. Donc du coup, voilà, il passe entre 2 voyageurs après le ménage, ou alors, c'est la conciergerie qui va le facturer. Et en fait, ils vont facturer ça, je crois que c'est 25 € hors taxe de base, plus 5 € par radiateur, je crois, que facture Fabien, hors taxe. Et du coup, il délègue ça au bricoleur. Lui, il a quelqu'un à plein temps qui fait ça. Mais mon père, par exemple, il paye, avec ce que le propriétaire finance, cette installation par son gars technique. Et il y a des radiateurs, même les vieux radiateurs, ça fonctionne, ou il y a vraiment des spécificités à avoir? Non, justement, en fait, nous, on a juste besoin d'accéder à ta prise murale. Voilà. C'est une prise murale, en fait, en gros, pour les radiateurs, tu as une sorte de capuchon un peu spécial avec juste le fil qui dépasse. Ouais. Mais en fait, tu retires ça. D'accord. Tu vas venir en fait installer, entre le radiateur et du coup, l'alimentation, tu vas installer un petit boîtier, qui coûte, qui est inclus au fait dans l'abonnement, et donc ça va te permettre de connecter ça avec ton. Et donc du coup après ton radiateur il marche en mode on/off entre guillemets. Et en fait c'est le contrôleur entre guillemets, c'est ça, c'est le contrôleur qui prend le contrôle. Ouais, c'est ça, après, il y a du jus, il n'y a pas de jus. Ah oui, c'est juste ça. Okay. T'interagis pas sur la ligne de thermostat. Ok, ça marche. Non, justement en fait on voulait pas avoir quelque chose qui nécessite le fil pilote en fait. Ouais. Du coup là c'est juste l'alimentation pure et dure, et comme ça c'est même on peut le mettre sur le sèche-serviette. Voilà, et sur un radiateur à eau, tu sais, où tu as beaucoup de logements où tu as une chaudière centrale, tu sais, et tu vas avoir c'est la grosse molette là, qui sert, t'as l'impression que ça sert à rien. Ça aussi, vous agissez là-dessus, ou vous êtes directement directement sur le radiateur ou sur le thermostat global? Non, en fait, tu remplaces ta tête thermostatique. Okay. Voilà, tu sais, le gros truc que tu tournes. Et du coup, tu le remplaces par quelque chose connecté. D'accord, ok. Bon, là, je pense que là, moi, même si je connais mes couleurs et que j'ai un tournevis, sur le radiateur, là, je pense que je fais appel à quelqu'un qui sait me purger le radiateur. Ah, quoique, non, t'as même pas besoin de... t'as juste à retirer ta prise, ta poignée. Ah ouais, ça te... T'as même pas besoin de toucher à l'eau, au final. Ah ouais. Tu vois l'expert. Et si Maxime arrive à installer ça, on va le mettre au défi d'installer T'as des radiateurs thermostatiques, toi? Non, j'en ai pas, c'est électrique. Ah mince, parce que je serais venu chez toi et tu m'aurais filmé, on aurait fait une story. Ça aurait été drôle. Ouais, ça aurait été marrant. Écoute, tu vas venir dans ces logements et puis on va te filmer, voir si tu connais tes couleurs. Ouais, mais moi je suis chaud. Justement, en fait, moi j'étais frustré parce qu'à chaque fois c'est Fabien ou Julien qui les installait. Et moi je leur ai dit, les gars, moi je veux installer du Cosima. Mais à chaque fois, ça coïncide pas quand il y a un client à Reims qui le met en place. Ok, top. Et, du coup, en termes de délai, quelqu'un qui voudrait se dire, je vais anticiper mon hiver et éviter de me prendre une charge parce que globalement ça va commencer dès novembre à augmenter les consommations. On commence à avoir les premières gelées, les trucs. Ça dépend où tu es en France. Et donc, du coup, tu peux, pas attendre le dernier moment, mais globalement, c'est la bonne période, l'automne, pour installer ça, si c'est pas déjà fait, quoi. Nous, c'est vraiment fin septembre, où on va vraiment lancer une grosse campagne de communication. Donc, le podcast fait partie justement de cette campagne de communication. Et en fait, contrairement à l'année dernière, où justement il fallait acheter le matériel et on avait 1 mois de délai parce qu'en fait on n'avait pas forcément la trésor pour avoir ce flux tendu. Là en fait on a fait financer le stock, donc on a 150 solutions complètes de financer, et on est suivi par la banque du coup maintenant on a un gros boost justement d'achat, et en fait maintenant on le loue. Donc en fait avant il fallait par exemple un logement, le studio minimum du minimum c'était 279 €.
TTC que tu devais sortir, plus du coup 14,90 ou 9,90 si tu prenais à l'année l'abonnement. D'accord. Maintenant, il n'y a plus de possibilité de l'acheter. Ou alors voilà, il faut vraiment nous le demander spécifiquement. Mais maintenant, c'est à partir de 23,90 €, tout compris. D'accord. Et du coup, il y a un engagement juste d'1 an. Voilà. Ok. Et il y a des clauses, parce que justement, les gens nous ont dit ah, mais moi, je veux le louer. Mais attendez, si vous m'engagez sur 1 an, imaginons, Macropro, elle interdit le Airbnb, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Bah, tu nous envoies le document comme quoi ta Cropro te demande d'arrêter. Et du coup, bah, nous, on récupère ton matériel. S'il n'y a pas de dégradation, on te rend ta caution de 50 €. Ok. Voilà. Et en fait, pour te faire livrer du matériel, tu as juste à payer la caution de 50 €. On te livre le matériel, le premier mois, c'est pour nous. Et du coup, après, tu payes à partir du Comme 10e au mois. final, une box internet, quoi. Enfin... C'est ça. Et ben en fait, on s'est inspiré de ce système-là. Ce système-là, en fait, il est possible que si tu as des capitaux. Et donc, on est allé chercher les capitaux là cet été Ok. pour justement le proposer en location. Et là, en fait, on a levé tous les freins. En fait, on est sûr et certain, dans tous les cas, de vous faire au moins 23,90 € d'économie. Et en plus de ça, vous allez avoir le système de fumée, le système de bruit, la foule, les systèmes d'intrusion si vous voulez commander. Et en fait, commandez tout ce dont vous avez besoin dès le premier jour. Vous avez tout en location, ça va vous coûter entre 23,90 € et puis ça peut monter peut-être à 34 € si vous avez une villa. Ouais. Et voilà. Ouais, en fait, c'est un forfait minimum et après, tu viens rajouter des connecteurs de chauffage en fonction du nombre de chauffages que tu as, Ouais. et etc. Ok. C'est ça. marche. C'est comme chez Tesla, au lieu d'acheter la voiture à 45 000 €, tu la Ouais. payes 500 € par mois sans apport. Ouais, ok. Là, c'est pas. Ok, bah, c'est très intéressant cette vision connectée. Ça me fait penser, j'ai toujours ce truc en tête, tu sais, des gens qui disent ouais, la location courte durée c'est pas bien, et tu vois, bah, ça c'est quand même un des points positifs, de se dire bah il y a quand même un effort qui est fait sur la maîtrise de la consommation de ce genre de logement, et ça on le souligne pas assez, que comme c'est le propriétaire qui paye, bah, finalement le propriétaire il a les mêmes enjeux que les enjeux environnementaux globaux, et de se dire on veut aussi être en maîtrise de ces points-là. Et tu peux mettre en avant aussi, tu peux mettre en avant du coup que tu fais attention du coup aussi à la consommation sans pénaliser le voyageur, parce que tu essaies toujours de garder une température idéale pour elle, mais que du coup en période où c'est pas loué, tu as un système qui te permet de baisser le chauffage, etc. C'est, au contraire, je trouve que c'est valorisant. Ouais, nous, on n'en parle pas beaucoup parce qu'au fait, notre public, il est pas... lui, il veut les économies, il est attiré par les économies, il n'est pas attiré par l'écologie. Mais écoute, effectivement, c'est un vrai sujet. En fait, clairement, on fait faire c'est quelque chose qui vient dans la mouvance écologique, RSE, qui est promue aujourd'hui par toutes les boîtes. Donc, carrément. Donc oui, on est dans ce système-là, c'est juste qu'on ne le vend pas et on n'en parle pas trop parce que c'est pas l'argument numéro un qui va te donner envie de l'essayer. Tu vois. Je pense à ça justement parce qu'il y a trop de bashing sur la LCD, sur la location courte durée. Donc c'est vrai que quand il y a des choses qui sont bien faites, ce serait dommage de ne pas les mettre en avant. Voilà, les gens font des efforts aussi. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant de parler de ça parce que ça va aussi dans le sens de la montée en gamme, de la professionnalisation du secteur. Et je prends toujours cet exemple quand on a reçu l'office de tourisme de Cauterets, où je leur ai parlé de la cage à lapin. C'est vraiment dans laquelle j'étais descendu. Une cage à lapin. Ah ouais, c'était en ski, je pensais que c'était une métaphore. Non, c'était une cage à lapin, le studio qu'on avait loué entre copains pour aller skier. Et avec du simple vitrage, où on dit mais comment un propriétaire peut accepter de chauffer, c'était même désagréable parce que plus tu t'approchais de la fenêtre, plus tu avais froid. Et de l'autre côté, tu avais une chaleur sèche, horrible du grille-pain. Et de se dire, en fait, faut que ça s'arrête, ce genre de pratique, parce que c'est ni bénéfique pour le voyageur, c'est ni bénéfique pour le propriétaire, et de trouver une alternative. Et ça n'empêche pas, parce qu'on contrôle le chauffage, que si on a un logement qui est mal isolé, qu'il y a peut-être aussi des travaux à faire, parce que tu auras beau mettre un système de contrôle à 21 degrés, si ton mur il n'est pas isolé, tu consommeras quand même. C'est ça qu'on dit. En fait, on va limiter la casse, mais comment dire, en fait, je pense que la première étape, c'est de se dire comment limiter la casse et vraiment anticiper tous ces abus. Et après, effectivement, si on voit que ça ne suffit pas,
aller justement régler le problème à la source, qui est l'isolation, le double vitrage. T'as une fenêtre, le voyageur, il y a aussi ça. Tu vois, on n'en a pas parlé dans les causes, mais c'est aussi ce qu'on invite à faire, c'est de se mettre à la place de son voyageur. Mais si on a un logement qui est une passoire et quand on est, il y a un courant d'air froid ou n'importe quoi, tu vois, qui est assez désagréable en termes d'isolation, c'est pas pour rien qu'il augmente le chauffage aussi. Donc il y a des bonnes questions à se poser. C'est justement pour ça qu'en fait, il faut pas mettre à 19 ou à 20, il faut mettre à 21, 1 degré de plus que ce que vous pensez, parce qu'en fait, il y a des courants d'air, et en fait, ces courants d'air peuvent pas être détectés par la sonde de température. Ouais. J'ai juste un petit mot pour finir, parce que du coup, sinon on va dépasser. Ouais, on va dépasser. Du coup, mon petit mot, c'est qu'en fait, pour moi aujourd'hui, avec ces 5 années d'expérience dans la location courte durée, pour moi, il y a des indispensables aujourd'hui pour avoir une location de courte durée rentable. Et en fait, maintenant, c'est un marché qui a évolué, qui se professionnalise. Et voici les indispensables qu'on a définis aujourd'hui. Le premier indispensable, c'est justement le chain manager. Aujourd'hui, en basse saison, on ne peut pas justement juste remplir, ou c'est très rare de pouvoir que remplir avec Airbnb ou que avec Booking. Donc l'idée, c'est de pouvoir remplir avec les deux et que ces deux-là se compensent et même qu'on puisse potentiellement prendre de la réservation en direct grâce à vos sites avec Macom Imo. Oh, quelle pub, merci. Vous y pensez. C'est l'invité qui fait notre pub. Non, mais c'est normal et il faut en parler, ils sont super. Et deuxième sujet, c'est justement la gestion tarifaire. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'on va être performant et gérer correctement les ouvertures de réservation, les plages d'ouverture justement sur les prochains mois si on n'a pas de logiciel tarifaire qui va le faire à notre place. On va toujours se planter et on va louer un Noël à 40 balles alors que ça se loue à 200. Ce genre de choses, c'est pas ce qu'on a envie. Et donc, du coup, pensez à mettre un logiciel tarifaire. On a nos amis de chez Beyond, justement, qui sont très forts là-dessus. Nous, on travaille aussi avec Price Labs. Il y a justement Elise de Jafiche Complet qui fait ça. Donc, entourez-vous des bonnes personnes par rapport à vos besoins, le besoin d'accompagnement et justement le logiciel qui vous correspond le mieux et qui s'intègre le mieux avec votre outil. Troisième sujet qui est ultra important, c'est qu'en fait, en location courte durée, il y a de la casse. Il y a des problèmes de nuisibles. Il y a de la problème de perte de revenus. Et on ne peut pas aujourd'hui dire à un propriétaire « vous inquiétez pas, AirCover va couvrir ». Non, c'est faux. L'Eldorado est passé. Maintenant, vous pouvez vous dire que si ça vous coûte 1000, vous allez récupérer 700. Et dans le meilleur des cas. C'est sûr. Parce qu'en fait, ils vont appliquer de la vétusté, parce qu'ils ne vont pas prendre en compte plein de choses, justement, parce que du coup, ils veulent juste se concentrer sur les cases voyageurs. Et qu'en fait, pour vraiment protéger le propriétaire, il faut une assurance spécialement pour la location courte durée. Et justement, vous avez dû entendre parler de la passe cover. J'aimerais remettre un coup là-dessus. Pour le peu que ça coûte, franchement, allez-y. Ça va vous couvrir jusqu'à 50 000 € pour la casse et les dommages dans vos logements, tous les ans. Jusqu'à 10 000 € pour le traitement des nuisibles, cafards, punaises de lit, blattes, fourmis charpentières. Et si vous devez annuler 2 semaines, par exemple, de réservation déjà... peut arriver avec un dégât des eaux. C'est ça, exactement. Ouais. Et du coup... on va financer cette perte de revenus. Et en fait, pour quelques dizaines d'euros, une centaine d'euros par mois, par an. Par an, ouais. Et du coup, vous êtes couvert. Et du coup, en fait, ça va venir en complément d'Airbnb. Mais ça va surtout venir vous éviter de gérer des cautions qui vous coûtent cher et en plus qui sont peu fiables sur Booking et pour les directs. C'est ça. Alors, c'est en complément d'Airbnb, mais surtout, moi, je trouve que c'est surtout aussi, ça vous couvre sur Booking et pour le direct. Ça, c'est vachement bien, quoi. C'est clair. Ce que Booking ne propose pas, au final, là, vous l'avez. C'est ça. Quatrième solution, qui est indispensable, c'est justement cette gestion de chauffage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette gestion de chauffage, elle va vous permettre d'éviter les pics de consommation, les pics d'électricité, les pics de dépenses pendant la période basse. Et donc, du coup, une conciergerie, c'est une anomalie qu'elle ne propose pas de base le premier jour lorsqu'elle rencontre le propriétaire. Cette solution, ça doit faire partie des meubles. Comme vous installez une télé, vous installez le Wi-Fi, vous devez installer cette solution parce que vous allez vous faire avoir. C'est systématique, il n'y a personne qui ne se plaint pas de ces consommations-là. Donc en fait, anticipez au lieu de, et justement si le mec ne le veut pas, dites-lui, je vous avais prévenu le jour où il se plaindra. Mais au moins, vous aurez fait votre travail de professionnel. Et le cinquième sujet, c'est le fait de s'intéresser aussi au voisinage. Et justement, faire en sorte que le logement il soit sain, mais aussi par rapport à tous ceux qui sont autour. Et là, on peut travailler sur justement ce sujet de bruit. En fait, c'est important, même si les gens ne font pas la fête dans les logements, d'avoir ce capteur de bruit,
parce que si justement des amis sont en vacances en plein mois de novembre, un jeudi, et en fait, ils vont peut-être faire du bruit jusqu'à 22h, 23h. En fait, les gens veulent juste dormir. C'est sûr. Et en fait, juste pour ça, il faut savoir en fait éduquer aussi en notifiant lorsqu'il y a un peu trop de bruit. Écoutez, est-ce que vous pouvez juste baisser un petit peu le volume comment dire, nos voisins voudraient dormir. Ouais, voilà, c'est la période scolaire. Un petit mot gentil, ça passe. Ouais. Mais donc du coup, moi, ce que je retiens, il y a trois grandes catégories de choses à faire. Si on revient sur la thématique de l'épisode qui est éviter de faire exploser ses charges d'hiver, c'est de contrôler ses coûts, ça c'est hyper important. Toujours optimiser ses revenus, que ce soit par une stratégie tarifaire, une stratégie de réservation, peut-être revoir le nombre de nuitées minimum dans les périodes un peu creuses. Et puis la troisième, ça reste la gestion des risques, que ce soit les risques induits et les risques pour les autres. Et donc du coup, éviter les situations à risque et prévoir, en cas d'une situation qui arrive, quelle solution on a en place pour couvrir cette perte. Donc, parce que c'est vrai que quand on se focalise sur l'hiver, on se dit faut maîtriser les coûts, maîtriser les coûts. C'est une erreur. On le voit bien dans les entreprises, tu sais, qui disent oh là, c'est la crise, il faut qu'on maîtrise les coûts. Il n'y a plus d'investissement, on n'achète plus rien, les salariés, on les comprime. Et dans la location courte durée, si on se met à focus que sur les coûts, on va faire la même chose. On va limiter les achats essentiels pour ces voyageurs, on ne va plus investir alors qu'il y aurait peut-être besoin, et on va comprimer leur confort pour éviter les charges de chauffage. Et au final, on rentre dans un cercle vicieux où on va avoir des notations négatives, donc moins de réservations, donc moins de revenus, des charges qui sont toujours hautes parce que le logement, il faut qu'il continue à tourner, on ne va pas pouvoir les régler. Et donc, plutôt se dire, non, on va aller chercher des stratégies pour faire rentrer un peu plus de revenus par nuitée, peut-être des upsells, et à côté de ça, être en maîtrise des coûts sans pour autant dégraisser le mammouth, pour les plus jeunes d'entre nous. Mais voilà, donc c'est très intéressant ta vision. Dégraisser le mammouth, ça va être le mot de la fin, je pense. Ouais, on va conclure sur dégraisser le mammouth. Quentin, on pose toujours cette question. Ouais. Tu me vois venir. Tu me vois venir. Je sais pas. Dis-moi. Qu'est-ce que tu peux proposer à nos auditeurs? Qu'est-ce que je peux proposer à tes auditeurs? S'ils viennent sur Cozy Smart, qu'est-ce que tu peux leur... Déjà, peut-être aller découvrir ce que propose Cozy Smart. Nous, est-ce que tu leur proposes une petite réduction, une bouteille alors peut-être pas de champagne, j'en parlais tout à l'heure. En fait, notre proposition de valeur, c'est on vous offre le premier mois d'abonnement. Vous avez juste à payer la caution et justement, on vous équipe du système Cozy Smart. On ne peut pas faire mieux, sinon après, on vous donne notre chemise. Si vous venez de notre part, vous aurez ce premier mois. C'est ça. On vous mettra le lien en description de l'épisode, mais également sur notre site. Vous irez dans la page Bon Plan, vous ne pouvez pas la rater. Maintenant, je l'ai bien mis au milieu du site, on ne peut pas la rater. Et vous allez, vous verrez, on vous mettra le lien, comme ça, pour aller découvrir ce que c'est Cozy Smart, tester l'offre, voir comment ça fonctionne et surtout vous intéresser au sujet, voir ce qu'il est possible de faire, regarder votre historique par rapport à l'année d'avant. Vous avez maintenant EDF, même si on n'est pas chez EDF, on a des pilotages quand même très précis de la consommation. Regardez pas forcément en euros, regardez aussi la consommation réelle parce que les prix fluctuent, donc regardez aussi l'évolution et de se dire on va peut-être trouver un moyen de décréter ces pics-là avec une solution et de se dire, comme tu dis, 23,90 € par mois, si vous faites 400 € de dépenses d'électricité, je pense que c'est vite rentabilisé. Il y a vite rentabilisé. Voilà, ça le fait. C'est ça. Bon. Et on va rendre l'antenne. On se dit à très vite pour un prochain épisode et sur ce, faire comme dans la météo, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Salut. Et pensez à mettre 5 étoiles. 5 étoiles, on s'abonne.